Avant Robinson Crusoe, il y a eu un homme, un vrai, en chair, en os et en solitude, Alexander Selkirk. 4 ans, seul, abandonné sur une île que personne ne cherchait vraiment, pas à cause d'un naufrage, pas à cause du destin, mais à cause d'une décision humaine, irréversible. Il court, nu-pied, sale, sauvage. La végétation lui lacère les jambes, la terre humide colle à sa peau, le vent hurle comme une voix moqueuse. Il ne fuit pas une bête, il ne fuit pas un ennemi, il fuit quelque chose de bien plus dangereux, quelque chose qu'on ne peut ni voir ni frapper. Il fuit le silence. 4 ans sans voix humaine, 4 ans sans miroir, 4 ans sans savoir si le monde existe encore au-delà de cette île battue par le vent. Ici, personne ne prononce son nom. Personne ne confirme qu'il est encore un homme. Alors il parle, à haute voix, pas par folie, par survie. Il invente des présences, s'adresse à des fantômes, simplement pour entendre un son qui lui appartient encore. Il prie à voix haute, non pas parfois tranquille, mais parce que le silence devient insupportable. Il rit parfois, seul, un rire court, nerveux, presque gêné, comme s'il s'excusait d'exister. Le silence, lui, ne rit jamais. Il attend, il s'installe, il observe. Le temps s'est dissous, les jours se confondent, les nuits s'étirent. L'île n'a pas d'horloge, seulement un rythme lent et cruel. Manger, survivre, attendre, puis recommencer. Encore et encore, jusqu'à ce qu'une pensée s'impose, froide, brutale, impossible à repousser. Et si plus personne ne venait jamais? Pas demain, pas l'année prochaine. Jamais. Pas de voile à l'horizon, pas de cri, pas de salut. Juste cette île, ce corps fatigué, cet esprit qui lutte pour ne pas se fissurer. Crusoe est une fiction rassurante. Alexander Selkirk, lui, a vraiment vécu l'abandon. La vraie question n'est pas comment il a survécu. La vraie question est bien plus inquiétante. Comment un homme peut-il survivre 4 ans sans devenir fou? Avant de continuer, une petite faveur. Abonne-toi. Si un jour tu te perds sur une île déserte, ça ne t'aidera pas à allumer un feu, mais au moins tu connaîtras la fin de cette histoire. Et quand tout disparaît, savoir comment ça se termine devient parfois une forme de survie. Maintenant, ferme les yeux. Ressens le vent sur ta peau, la terre sous tes pieds, ce silence qui pèse plus lourd qu'une tempête. Respire lentement, car voici l'histoire vraie de survie d'Alexander Selkirk, l'homme derrière Crusoe. Début du XVIIIe siècle. Le monde n'est pas vaste, il est dangereux. Les cartes sont incomplètes, les bords flous, les océans mal compris. Traverser la mer n'a rien d'un voyage. C'est une loterie brutale où la plupart des billets sont perdants. Les océans ne sont pas des routes, ce sont des cimetières mouvants. Des milliers d'hommes y disparaissent chaque année sans laisser autre chose qu'un nom mal orthographié dans un registre humide. La marine britannique étend sa domination. Les guerres européennes débordent des continents et s'installent sur les flots. Les navires ne transportent pas seulement des marchandises, mais des canons, des ordres, des rancunes et des morts à venir. La piraterie explose, les alliances changent. Les pavillons se remplacent à coups de poudre et de sang.
À bord, la vie est courte et dure. Les marins meurent jeunes, de maladies, de chutes, de tempêtes, d'erreurs minuscules payées plein tarif, souvent sans nom, toujours sans tombe. Quand un homme passe par-dessus bord, la mer referme la bouche et le navire continue. On n'arrête pas un équipage pour un mort de plus. Alexander Selkirk naît dans ce monde-là. Il n'est pas un héros. Il ne rêve pas de gloire. C'est un marin écossais rugueux, compétent, façonné par le vent et le sel. Il connaît les cordages, les voiles, les réparations de fortune. Il sait lire la mer. Mais il a un défaut majeur, un défaut fatal en mer. Il a du caractère, trop. Bon navigateur, mauvais diplomate. Selkirk parle quand il devrait se taire. Il insiste quand il devrait obéir. Il voit les dangers avant les autres, et il a le tort de le dire. Dans ce monde flottant, la hiérarchie est simple et brutale. Un capitaine a toujours raison, même quand il a tort. Une erreur se paie en mer, sans appel ni recours, et la mutinerie, réelle ou supposée, finit au bout d'une corde, balancée par le vent comme un avertissement. Ici, survivre ne commence pas par trouver de l'eau ou de la nourriture. Survivre commence par savoir quand fermer la bouche, avant la faim, avant la soif, avant la tempête. Il y a une autre menace, plus immédiate, plus sournoise, la survie sociale, celle qui décide si tu restes à bord ou si tu disparais du monde. Et Alexander Selkirk n'est pas doué pour ce jeu-là. Alexander embarque sur un navire qui sent déjà la fin. Il le voit dès les premiers jours. Il l'entend dans les craquements. Il le ressent sous ses pieds. La coque travaille trop. Les planches gémissent. L'eau suinte là où elle ne devrait pas. Ce n'est pas spectaculaire. Pas une brèche béante. Pas une tempête apocalyptique. Juste ces signes discrets que seuls les marins expérimentés remarquent. Les pires. Ceux qui annoncent une mort lente. Sous la ligne de flottaison, des vers mangent le bois. Des parasites minuscules, invisibles depuis le pont, mais capables de transformer une coque en éponge. Selkirk le sait. Il en a vu d'autres sombrer ainsi, pas en un jour, pas en une heure, mais au moment précis où il n'est plus possible de faire demi-tour. Il inspecte, il mesure, il calcule, et ce qu'il comprend le glace. Il parle, il alerte, il insiste. Le navire n'est pas sûr. Continuer, c'est jouer à pile ou face avec l'océan. Mais à bord, la vérité n'est pas toujours la plus écoutée. Le capitaine entend, sans vouloir entendre. Admettre le problème, ce serait admettre une faute. Et en mer, l'orgueil pèse souvent plus lourd que le bon sens. Selkirk commence à paniquer. Pas une panique hystérique, une panique froide. Celle de l'homme qui voit la catastrophe arriver longtemps avant les autres. Les jours passent. Le navire avance. Et Selkirk observe. Chaque infiltration d'eau confirme sa peur. Chaque nuit renforce sa conviction. Il ne dort plus vraiment. Il écoute la coque respirer. Il imagine le moment où tout cédera, le moment où la mer prendra ce qui lui est dû. Alors il fait ce que peu d'hommes osent faire à bord. Il s'oppose frontalement. Il affirme que le navire va sombrer. Il exige une décision immédiate. Et là, il commet l'erreur qui va sceller son destin. Il demande à être débarqué. Pas sur une côte accueillante, pas dans un port animé, sur une île déserte. Il pense être intelligent. Il pense être prévoyant.
il se dit qu'une île vaut mieux qu'un cercueil d'eau salée, qu'un navire en train de mourir. Il imagine attendre quelques semaines, un passage, un autre bateau, un retour rapide parmi les hommes. Il sous-estime une chose essentielle. Le monde ne fonctionne pas selon les plans rassurants. La décision tombe, froide, rapide, irrévocable. On le débarque avec quelques outils, un fusil, un peu de poudre, des vêtements, une Bible, pas un trésor, pas une réserve pour l'éternité, juste assez pour calmer une conscience et se débarrasser d'un problème. Selkirk pose le pied à terre. Il regarde le navire. Il attend encore, peut-être, un dernier signe, un doute, un ordre contraire. Rien. Le navire repart. Il disparaît à l'horizon, lentement, puis complètement. Alexander Selkirk est seul, ironie cruelle. Le navire qu'il craignait tant ne reviendra jamais. Il ne le saura que bien plus tard. Peut-être a-t-il sombré, peut-être pas. Mais une chose est certaine. À cet instant précis, toute sa survie repose sur une seule décision. Une phrase prononcée trop fort. Un avertissement de trop. Quand ta survie dépend d'une décision irréversible, il n'y a plus de seconde chance. Il n'y a plus de retour possible. Il n'y a que les conséquences. Au début, Alexander Selkirk n'est pas inquiet. Pas vraiment. Il a un fusil, il a des outils, il a un peu de nourriture. Et surtout, il a une certitude confortable, presque rassurante. Un navire repassera, forcément. Les routes maritimes ne sont jamais loin. Il ne s'agit que d'attendre. Quelques jours, peut-être quelques semaines. Alors il explore. Il marche le long de la côte. Il grimpe sur les hauteurs pour scruter l'horizon. Il repère des sources d'eau, des zones abritées, des endroits où installer un camp. L'île n'est pas accueillante, mais elle n'est pas hostile non plus. Pas encore. Elle observe, comme si elle décidait si elle allait le garder ou l'user. Selkirk s'organise. Il range ses affaires. Il protège la poudre de l'humidité. Il entretient son fusil. Il allume des feux bien visibles, des signaux, des appels silencieux lancés vers une mer indifférente. Chaque matin, il regarde l'horizon avec la même routine. Et chaque soir, il se couche convaincu que demain sera différent. Mais les jours passent, puis les semaines, et rien ne change. Aucune voile, aucun cri, aucun signe. L'île devient silencieuse d'une manière nouvelle. Un silence épais, installé, presque insolent. Le genre de silence qui ne promet plus rien. Le temps commence à s'étirer, à perdre ses angles. Les journées n'ont plus de début clair, ni de fin nette. Elles se contentent d'exister. L'attente, au départ légère, devient pesante, puis inquiétante, puis toxique. Selkirk comprend peu à peu que l'espoir peut être plus dangereux que la faim. Chaque matin, son navire grignote un peu plus son énergie. Chaque soir, sans réponse, creuse un peu plus le doute. Il attend un bateau comme on attend un bus, avec discipline, avec patience, avec cette certitude absurde qu'il finira bien par arriver. Sauf que le bus n'existe pas. Et c'est là que l'illusion commence à se fissurer. Ce qui devait être une courte attente se transforme en épreuve lente, très lente. L'île ne lui demande pas encore de devenir autre chose.
pas encore. Mais elle lui apprend déjà une vérité essentielle. Personne ne viendra le sauver simplement parce qu'il attend. Le plus grand danger n'est pas l'île, c'est l'espoir mal placé. Les réserves disparaissent, pas brutalement, pas d'un coup. Elles s'effritent, jour après jour, comme si l'île les grignotait lentement. La poudre diminue, les balles deviennent précieuses. Chaque tir est une décision lourde. Tirer, c'est manger aujourd'hui, mais peut-être mourir demain. Alors Selkirk apprend à attendre, à observer, à économiser. La faim devient une présence constante, jamais violente, mais toujours là. Une pression sourde dans le ventre, un rappel permanent de sa condition. Il chasse. Mal d'abord, puis mieux. Il mange ce qu'il n'aurait jamais regardé avant, des racines, des fruits douteux, des animaux maigres. Il apprend ce qui nourrit et ce qui rend malade. Son corps devient un laboratoire rudimentaire. Chaque bouchée est un pari. Chaque erreur se paie en douleur. Les chèvres apparaissent comme une bénédiction. Elles sont nombreuses, rapides, méfiantes. Elles deviennent sa nourriture principale. Mais au début, elles lui échappent, toujours. Il court derrière elle, inutilement. Il chute, il s'épuise, il échoue, et il recommence, encore et encore, jusqu'à ce que quelque chose change. Son corps s'adapte, il s'allège, il se durcit, ses pieds s'épaississent, ses muscles se tendent, son souffle s'allonge. Il apprend à courir sans bruit, à anticiper, à couper les trajectoires. Les chèvres ne sont plus seulement de la nourriture, elles deviennent des partenaires de course involontaires, un entraînement quotidien, une école de patience et de douleur. Puis un jour, il n'utilise plus le fusil. Il court, il grimpe, il traque, il attrape une chèvre à main nue. À cet instant précis, quelque chose bascule. Selkirk ne se contente plus de survivre. Il se transforme. La frontière entre l'homme et l'animal s'amincit. Il mange cru. Il dort peu. Il écoute son instinct plus que ses souvenirs. La civilisation commence à lui sembler lointaine, presque théorique. Ce n'est pas une déchéance, c'est une adaptation. Quand l'homme n'a plus le luxe des règles, il revient à l'essentiel. Courir, attraper, manger, vivre. L'île ne lui demande pas d'être morale, elle lui demande d'être efficace. Et Selkirk comprend alors une vérité inconfortable. Pour survivre ici, il doit cesser d'agir comme un homme civilisé. Il doit redevenir un animal. C'est ici que beaucoup meurent. Pas d'une blessure ouverte, pas d'une chute stupide, pas même de la faim. Ils meurent de solitude. La solitude ne frappe pas. Elle ne mord pas, elle ne fait pas de bruit. Elle s'assoit à côté de toi et attend. Elle te regarde vivre, manger, courir, dormir. Et chaque jour, elle prend un peu plus de place. Selkirk le comprend lentement, trop lentement pour être rassuré. Ici, il n'y a pas de douleur soudaine pour prévenir. Juste une érosion continue. Invisible, méthodique. Au début, il parle seul comme tous les hommes isolés parlent seuls, sans y penser. Des remarques inutiles, des phrases lancées dans le vide, des ordres qu'il se donne à voix haute. Puis, il se surprend à faire des pauses, à attendre, comme si quelqu'un allait répondre. Alors il répond lui-même. Corrige, précise, argumente.
il tient de longues conversations avec un interlocuteur imaginaire qui, bizarrement, n'est jamais d'accord avec lui. Il ne devient pas fou, il devient très créatif dans ses conversations. Le silence, lui, est partout. Il colle à la peau plus sûrement que le sel. La nature parle sans arrêt, mais jamais à lui. Le vent ne répond pas. Les oiseaux ne posent pas de questions. La mer ne confirme rien. Selkirk réalise que ce n'est pas l'absence de bruit qui rend fou, mais l'absence de réponse, l'absence totale de reconnaissance. Alors il trouve une ruse simple, une ruse humaine. Il lit la Bible à voix haute, lentement, très lentement, pas seulement pour la foi, pas seulement pour les mots, pour la voix, pour le rythme, pour cette illusion fragile qu'un dialogue existe encore. Chaque verset devient un fil tendu entre lui et ce qu'il était avant. Il écoute sa propre voix comme on écouterait celle d'un étranger, avec attention, avec soulagement. Il impose une routine stricte, presque absurde, se lever, chasser, réparer, lire, parler, dormir, puis recommencer, même quand il n'en a aucune envie, même quand cela n'a plus aucun sens. Car il comprend une chose essentielle. Sur cette île, le relâchement est un luxe mortel. Le corps peut tenir sans confort. L'esprit, lui, exige une structure. Sans cela, il se dissout. Certains jours, il rit de lui-même, de ses habitudes, de ses discussions imaginaires. D'autres jours, il se méfie, il se surveille, il se teste. Est-ce qu'il pense encore clairement? Est-ce qu'il se souvient de son nom? Est-ce qu'il sait encore pourquoi il se lève le matin? L'humour noir devient une arme, une soupape. Mieux vaut se moquer de sa situation que la laisser te définir. Car ici, la vérité est brutale. La faim te rend faible. La solitude, elle, peut t'effacer. Et Selkirk le sait désormais. La plus grande bataille ne se joue pas contre l'île. Elle se joue chaque jour, dans un crâne trop silencieux pour rester sain sans effort. Survivre à son propre esprit est un travail à plein temps. Un jour, l'horizon change. Une forme. Une ligne droite, là où il n'y avait que du chaos. Un navire. Le cœur de Selkirk s'emballe. Son corps réagit avant son esprit. Il grimpe, il court, il cherche un point haut. Ses yeux brûlent à force de fixer la mer. Pendant des années, il a attendu ce moment. Pendant des années, il a imaginé ce scénario. Des voiles, des cris, des hommes. Le retour. Puis une seconde pensée s'impose, plus froide, plus lucide. Ce ne sont pas forcément des sauveurs. Nous sommes au début du XVIIIe siècle. Les mers sont pleines d'hommes armés, corsaires, pirates, déserteurs, équipages affamés. Un homme seul, pieds nus, sans défense, n'est pas un miraculé. C'est une ressource, une marchandise, un esclave potentiel ou un témoin inutile. Selkirk observe, il analyse, il regarde le pavillon, les manœuvres, la manière dont le navire approche la côte, trop brutal, trop confiant, pas un navire venu sauver qui que ce soit. Alors, il fait quelque chose d'impensable. Il se cache, il éteint ses feux, il s'enfonce dans la végétation, il retient son souffle pendant des heures. Il observe ces hommes débarquer sur l'île, qu'il appelle désormais chez lui. Il les voit fouiller, boire, rire, dégrader. Ils parlent fort, ils prennent,
Ils laissent derrière eux du désordre et de la menace. Selkirk comprend une vérité terrible. Il est plus en sécurité seul que parmi eux. Les jours suivants, d'autres navires passent, d'autres silhouettes, d'autres possibilités. Et à chaque fois, la même décision. Se cacher, disparaître, redevenir invisible. Il connaît chaque sentier, chaque abri, chaque ombre. Les hommes, eux, ne connaissent rien de l'île. Ils avancent bruyamment, comme des étrangers. Il a passé des années à rêver d'êtres humains. Et maintenant, il joue à cache-cache avec eux pour ne pas les rencontrer. Un basculement s'opère, lent, profond. L'île, autrefois ennemie, devient refuge. Les rochers, les arbres, les sentiers escarpés sont de son côté. Les hommes, eux, représentent le chaos, l'imprévisible, la violence gratuite, la hiérarchie brutale, les ordres, les coups, les chaînes possibles. Selkirk n'est plus un naufragé. Il est un survivant qui choisit. C'est peut-être la transformation la plus troublante de toutes. L'homme civilisé fuit la nature. L'homme abandonné, lui, fuit l'humanité. Ici, la faim est honnête, le froid est prévisible. La solitude est exigeante mais stable. Les hommes, eux, apportent la domination, la cruauté et l'arbitraire. Selkirk préfère l'île. Quand l'humanité devient plus dangereuse que la nature, la survie prend un sens nouveau. Ce n'est plus une question de sauvetage, c'est une question de choix. Et pour l'instant, Selkirk choisit de rester invisible. 4 ans ont passé. Pas 4 ans comptés sur un mur. Pas 4 ans rayés sur un calendrier. 4 ans absorbés. Alexander Selkirk n'est plus un marin. Le marin appartenait à un monde bruyant, rempli d'ordres criés, de cordages qui claquent, de décisions prises par d'autres. Cet homme-là s'est dissous lentement, sans drame, quelque part entre une nuit glaciale et une course trop longue derrière une chèvre. À sa place, il reste un être silencieux, rapide, ajusté à son environnement comme une pièce enfin à la bonne taille. Il parle peu, parce que parler n'apporte plus rien. Les mots prennent du temps. Ils fatiguent. Ici, aucun mot ne nourrit, aucun mot ne protège, aucun mot ne court plus vite qu'une chèvre. Son corps, lui, a appris à répondre avant de réfléchir. Il sait quand grimper, quand s'arrêter, quand disparaître. Il se déplace sans bruit, comme s'il faisait partie du décor, comme si l'île avait cessé de le remarquer. Il vit désormais dans un monde sans argent, sans hiérarchie, sans règles écrites. Personne ne lui dit quoi faire. Personne ne lui reproche quoi que ce soit. Il mange quand il a faim. Il dort quand la nuit tombe. Il chasse quand le ventre le rappelle à l'ordre. Un système simple, efficace, sans réunion inutile ni discours motivant. Une organisation parfaite, à condition d'accepter qu'elle ne tolère aucun paresseux. Son apparence n'a plus grand-chose d'humain selon les standards du monde qu'il a quitté. La peau est sombre, épaisse, marquée. Les vêtements ne sont plus que des souvenirs pratiques. Les pieds ont oublié la douleur. Les mains savent exactement quoi faire, sans demander d'avis. Son corps n'est plus quelque chose qu'il habite. C'est quelque chose qu'il utilise. L'île ne lui appartient pas, mais elle ne le combat plus. Et puis un jour, l'horizon change encore. Une forme nette, des voiles, un navire.
Pas une hallucination, pas un mirage provoqué par la fatigue. Un vrai navire qui coupe l'eau avec assurance. Ceux-ci n'ont pas l'air d'être des pirates. Le cœur de Selkirk accélère. Son corps se tend, prêt à courir, à grimper, à disparaître. Pendant des années, il a rêvé de cet instant. Il a imaginé des cris, des bras levés, une course éperdue vers la plage. Mais il ne bouge pas. Il observe, longtemps. Trop longtemps pour quelqu'un censé être désespéré. Une pensée étrange le traverse. Partir, c'est retrouver les ordres, les voies, les règles absurdes. Les hommes persuadés d'avoir raison. Rester, c'est continuer à vivre dans un monde rude, mais prévisible. Ici, rien ne ment. Tout se paie immédiatement. Et personne ne prétend savoir mieux que lui ce qu'il doit faire. Après 4 ans à attendre un bateau, il se demande s'il n'est pas en train de déranger quelque chose qui fonctionne parfaitement. Quitter l'île, ce n'est pas seulement être sauvé, c'est abandonner ce qui l'a maintenu en vie, ce qui l'a façonné, ce qui l'a rendu solide. C'est accepter de redevenir lent, bruyant, dépendant. C'est risquer de perdre cet équilibre fragile qu'il a mis 4 ans à construire sans le savoir. La dernière épreuve n'est pas de survivre. La dernière épreuve, c'est de décider de partir. Le choc est violent, pas immédiat, pas spectaculaire, violent d'une manière plus sournoise. Ce sont d'abord les vêtements, le tissu sur la peau, trop serré, trop lourd, comme une entrave inutile. Chaque bouton est une complication. Chaque couche, un rappel brutal qu'il est de retour dans un monde qui aime compliquer ce qui fonctionnait très bien sans lui. Son corps, habitué à l'air, au vent, au mouvement libre, se raidit. Il supporte, parce qu'il a appris à supporter bien pire. Puis viennent les voix, trop nombreuses, trop proches, trop rapides. Elles se superposent, se coupent, s'imposent. On lui pose des questions auxquelles il n'a pas envie de répondre. On parle de lui comme s'il n'était pas là, comme s'il était une curiosité, un objet remonté du fond de l'océan. Il comprend les mots, mais leur urgence lui échappe. Rien de ce qui est dit n'a d'importance immédiate. Personne ici ne risque de mourir s'il se tait. Les règles reviennent ensuite. Où s'asseoir, quand manger, à qui répondre, qui commande, qui décide, qui a raison. Selkirk observe tout cela avec une distance étrange. Sur l'île, les règles étaient simples. Elles s'appelaient faim, fatigue, pluie, nuit. Ici, elles sont invisibles, mais tout aussi contraignantes et beaucoup plus bruyantes. Il parle peu, non par mépris, par économie. Chaque phrase demande un effort inutile. Les mots sortent lentement, comme s'ils devaient traverser un terrain devenu hostile. Certains le prennent pour un simple d'esprit, d'autres pour un sauvage. Selkirk s'en moque. Il a appris qu'une mauvaise opinion n'empêche ni de manger, ni de dormir. Il regarde trop. Les gestes, les visages, les tensions invisibles entre les hommes. Il voit ce qu'il ne voyait plus avant. L'agitation permanente, l'impatience, la manière dont les hommes se compliquent l'existence sans nécessité. L'île lui a appris à reconnaître l'essentiel. Ici, tout semble accessoire, mais défendu avec une énergie démesurée. Le monde est devenu étranger. Certains jours, il regrette presque le silence. Pas par nostalgie, par lucidité. Là-bas,
Chaque effort avait un sens clair. Ici, beaucoup d'efforts semblent n'exister que pour remplir le vide. Selkirk comprend alors une vérité que peu d'hommes découvrent. Survivre à l'épreuve est une chose. Survivre au retour en est une autre. La survie ne s'arrête pas quand on est sauvé. Parfois, elle ne fait que commencer. Quand Alexander Selkirk revient parmi les hommes, son histoire ne lui appartient déjà plus. Elle circule d'abord doucement, dans les ports, dans les tavernes enfumées, où les marins parlent plus fort que leurs souvenirs. On raconte cet homme resté seul sur une île pendant des années. On grossit certains détails, on en gomme d'autres. C'est la règle du jeu. Mais le noyau du récit résiste. Un homme abandonné, un homme que le monde a oublié, un homme qui, contre toute logique, est revenu. Puis, l'histoire quitte les bouches pour entrer sur le papier. Les journaux s'en emparent. Les chroniqueurs s'étonnent. Comment a-t-il tenu? Comment il n'est pas devenu fou? Comment il a survécu sans ordre, sans structure, sans regard posé sur lui? Selkirk devient un sujet, une curiosité, un exemple, la preuve vivante que l'être humain peut parfois résister à l'impensable, même quand personne ne regarde. Après l'étonnement, Selkirk disparaît presque aussitôt du récit public. Il ne devient ni sage, ni prophète, ni écrivain. Il reprend la mer. Il sert dans la marine britannique. Il obéit de nouveau aux ordres, partage de nouveau l'espace, accepte de nouveau le bruit et la promiscuité. Ceux qui le croisent parlent d'un homme calme, réservé, mal à l'aise dans la foule, étonnamment à l'aise seul. Comme si, après avoir survécu à l'abandon total, le monde ordinaire lui semblait parfois plus difficile à supporter que l'île elle-même. 15 ans plus tard, un homme écoute ces récits avec une attention particulière. Daniel Defoe, journaliste, pamphlétaire, observateur obsessionnel de son époque. Defoe n'est pas un aventurier. Il n'a jamais dormi sur une île déserte. Mais il comprend quelque chose que d'autres ne voient pas encore. Cette histoire est trop brute pour rester telle qu'elle, trop dérangeante, trop chaotique. Alors il la travaille. Il assemble les fragments. Il ordonne le désordre. Il transforme l'attente en progression, l'isolement en parcours, la survie en récit compréhensible. Il ajoute une logique, une foi, une structure. Il rend la solitude lisible, presque rassurante. Et de cette matière humaine, sauvage, naît un roman. Robinson Crusoe. Un homme seul, oui, mais un homme qui organise, qui bâtit, qui domine son environnement. Une solitude maîtrisée, une survie expliquée, supportable pour ceux qui la lisent à distance. Mais la réalité n'a jamais été aussi propre. Elle était plus rude, plus silencieuse, plus chaotique. Elle n'avait pas de chapitre clair ni de morale bien rangée. Elle était faite de décisions prises dans le doute, de jours inutiles, de conversations imaginaires pour ne pas disparaître. Selkirk n'a pas survécu pour devenir un symbole. Il a survécu parce que mourir n'était pas une option acceptable. Le mythe embellit. La réalité, elle, résiste. Crusoe rassure parce qu'il promet qu'on peut comprendre, organiser, maîtriser l'isolement. Alexander Selkirk dérange parce qu'il rappelle autre chose. Quand tout disparaît, il ne reste pas une leçon. Il reste un être humain face à lui-même.
Crusoe est une fiction rassurante. Alexander Selkirk, lui, a vraiment vécu l'abandon. Et peut-être que c'est pour cela que son histoire nous touche encore. Parce qu'elle ne promet rien. Elle ne vend pas d'espoir facile. Elle pose une question simple et terrifiante. Que resterait-il de toi si plus personne ne te regardait? Si ton nom cessait d'exister? Si survivre devenait ta seule occupation? Dis-le en commentaire. Est-ce que tu aurais tenu? Est-ce que tu aurais attendu le navire jusqu'au bout? Ou est-ce que, comme Selkirk, tu aurais fini par t'adapter à l'impensable? Quelle partie de son histoire t'a le plus marqué? La solitude, la transformation ou le retour parmi les hommes? Si ces récits te parlent, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines histoires vraies de survie. Ici, on ne raconte pas des exploits parfaits. On raconte ce que l'être humain est capable d'endurer et parfois de dépasser. Car ici, les histoires de survie ne meurent jamais.